Une semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur ESAE Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être une fois encore au rendez-vous hebdomadaire qui vous décrypte l'actualité politique nationale de la semaine sur ESAE Télévision, baptisé Info Hebdo. Cette semaine, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous deux grands professionnels des médias qui ont eu à faire leur preuve dans ce métier au Bénin. Il s'agit de Agapit Napoléon Maforican. Il est consultant média communication, directeur de la télévision E-Télé. Il sera face à Jos Perzo Anago, directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, La Dépêche. Avec eux, il sera question d'opiner sur la commémoration du 11 mai au Bénin, les analyses et commentaires des événements qui ont succédé au scrutin du 28 avril 2019 à ce jour et l'installation de la 8e législature le 16 mai prochain à Porte-Nouveau. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour les internautes et amis de ESAE TV. Vous êtes face à Jos Perzo Anago. Bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour aux téléspectateurs de ESAE TV. Je rappelle que vous êtes respectivement consultant média communication et directeur de publication du quotidien La Dépêche. Alors Agapit Napoléon Maforican, nous sommes le 11 mai, commémoration de la mort de Bob Marley. Ça vous inspire quoi cette journée? Franchement, ça ne m'inspire plus. Ça fait quelques années que ça ne m'inspire plus. J'ai eu déjà mes années reggae, années d'adolescence, beaucoup plus de jeunesse à l'université. Avec Charles Toko et des amis, nous fêtions Bob Marley. Disons beaucoup plus dans le style, dans le combat à l'époque, beaucoup plus dans le reggae et toute la philosophie que véhicule ce rythme. Avec le recul, franchement, moi, je passe le 11 mai à me surprendre que j'entends du reggae autour de moi. Et bon, voilà, quoi, ça ne me dit pas grand-chose. Cela dit, la philosophie véhiculée par le reggae demeure quand même intacte. Et Bob Marley, s'il n'était pas un modèle de vie sociale, quand même un modèle de visionnaire, un modèle disons, de penseur. Je pense qu'il a porté un certain nombre d'idéaux qui peut-être continue d'inspirer d'autres. Mais pour moi, je pense qu'il a fait son temps. Enfin, il a fait un très court temps, sans doute. Mais il a bien marqué, tellement bien marqué que 28 ans, ou 38 ans, 38 ans après son décès, les souvenirs sont encore vivaces dans les esprits. On est encore à y penser, à en parler, c'est beaucoup. Je pense que c'est beaucoup et c'est ce que... je retiendrai simplement qu'en peu de temps, on peut faire de grandes choses. Et Bob Marley, à 32 ou 33 ans, a fait énormément, si bien que des décennies après son décès, on continue donc de ne pas laisser passer le 11 mai sans penser à lui. Voilà. Alors, on décide de ne pas laisser passer le 11 mai sans penser à lui. Alors, juste Perzo Anago, j'avais bien envie de vous poser la question de savoir quelle appréciation vous faites du slogan de cette année, 11 mai sans tabac. Bon, c'est un thème un peu sibyllin, mais je voudrais considérer que ce n'est pas une allusion qui est faite à ce qu'adorent les Rastafari, à savoir fumer le joint. Mais je voudrais dire ceci. Au souvenir de Bob Marley, je voudrais mettre à l'actif de ce visionnaire au moins un acquis. Aujourd'hui, le reggae est versé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui n'est pas peu. C'est important et il faut pouvoir le reconnaître. C'est vrai, on ne peut pas être unanime par rapport au passage de Bob Marley sur Terre. Certains trouveraient en l'homme quelqu'un qui s'adonnait peut-être à la consommation du chanvre indien, mais d'autres diraient que c'est un visionnaire, c'est un combattant, et c'est cela qui fait toute la beauté de ce 11 mai. Comme l'a dit mon confrère Agapit Maforican tout à l'heure, c'est vrai, ça fait un sacré beau temps. Certains n'y accordent plus autant d'engouement comme ce fut les débuts. Mais cela reste aujourd'hui
dans le patrimoine universel. Mais on a constaté que généralement, à l'occasion de cette commémoration, la couche juvénile profite de l'occasion pour se lancer un peu dans des actions qu'on pourrait qualifier de débauche. C'est pour cela d'ailleurs que le slogan de cette année est baptisé 11 mai sans tabac. Oui, bon, c'est pour atteindre l'objectif. Mais est-ce que Bob Marley, ou alors est-ce que les Jah Rastafari se livraient à la consommation du tabac? Je ne sais pas si le chanvre indien est du tabac. C'est une substance psychotrope, diraient les scientifiques. Donc là, c'est pourquoi j'ai dit que ce thème est un peu sibyllin. C'est-à-dire, oui, c'est bien si, de par le monde qui se rassemble autour du 11 mai, on peut véhiculer ce genre de message et atteindre un objectif, ça, c'est bien. Mais si c'est lié à la personne de Bob Marley ou au phénomène du reggae, bon, je trouve franchement que c'est un peu provoquant, ce genre de thématique. C'est mon point de vue. C'est votre point de vue. Alors, Agapit Napoléon Mafoïka, comme je le posais la question tout à l'heure à Georges Perzo-Anago, est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'on a constaté au fil des années qu'il y a une frange de la jeunesse qui profite de cette occasion pour pouvoir révéler ou se révéler autrement, je dirais, à la société en essayant de fumer un peu de tout. Et donc, on a décidé désormais qu'il soit 11 mai sans tabac. Je sais pas si on se rappelle pour moi, faut laisser le chef de la comparaison que fait non, il fait le chanvre indien. Est-ce que c'est le tabac? Ça interpelle quand même les consciences. Le tabac, c'est le nom générique, selon moi. Hein. Et puis après, il y a des qualifications, cocaïne, quand c'est devenu de la poudre, parce que le tabac, lui, dépasse, c'est de l'herbe. Mais l'herbe, ça peut être du chanvre indien, comme ça peut être un tabac simple, mais encore que tous ces excitants, parce que tous ces produits ont un effet commun, c'est des excitants. Donc, comme il a dit, c'est des substances psychotropes. Ils ont leur qualificatif et ils ont leur classification au regard donc, de la loi pour ne rester que là. Pour ne rester que là. Mais cela dit, le thème est évocateur. Je pense que c'est un très bon thème pour joindre l'agréable à l'utile, parce qu'effectivement, les Rastafari, là, le problème, c'est que qu'il faut prendre un peu de joint pour se sentir dedans, quoi, pour pouvoir être dans l'ambiance, dans le move, et sautiller, et chanter, crier, et tenir surtout en vigueur sur des minutes. Je ne pense pas qu'on puisse faire la promotion d'une telle image. Et c'est heureux qu'on lit ces deux moments-là. Peut-être qu'en son temps, Bob Marley a pu se faire accompagner par ce produit, comme d'ailleurs beaucoup d'artistes, hélas. Mais il est heureux que, tout en pensant en lui, on pense en même temps à sensibiliser contre l'usage des substances psychotropes, donc de la drogue, du tabac, de tous les excitants qui nuisent à la santé, mais qui nuisent à toute une génération de personnes. Alors, avant de passer au sujet suivant, donc, on peut estimer qu'on peut célébrer Bob Marley sans quand même faire recours aux stupéfiants. Tout à fait, tout à fait. Je ne crois pas que Bob Marley ait pu faire la promotion de ces excitants, comme on l'a dit ici, à travers ses messages. Non. Cela, c'est une seconde partie de sa personnalité, peut-être. Mais on peut, comme vous l'avez si bien dit, cher confrère, on peut donc aborder cette journée et ne pas se livrer à ce genre de déviance. À ce genre de déviance. Alors nous allons revenir en plein dans notre quotidien, je dirais les commentaires et les analyses politiques. Agapé de Napoléon Mafoïka, vous avez suivi l'actualité politique nationale de cette semaine. Il y a eu des événements qui se sont succédés. On a vu des gens qui ont été arrêtés, des gens qui ont été interpellés, qui ont été auteurs d'actes de vandalisme. On a vu des sorties de ministres. On a vu les tractations pour la composition du perchoir. Mais tout de suite d'entrée de jeu, quel commentaire vous pouvez placer? Écoutez, vous avez dit des gens qui ont été... Qui ont commencé par être interpellés. Oui, ouais, donc ils sont présumés. Voilà. Ils sont présumés coupables. Ils ne sont pas encore coupables, ils ne sont pas encore condamnés. Donc on va prendre... Il y a des convocations qui sont adressées à d'autres personnalités politiques. On va prendre la distance en disant qu'ils sont présumés. Soit on les soupçonne de ces actes, on les soupçonne de complicité de ces actes, on les soupçonne d'être des instigateurs de ces actes, mais ils ne sont pas encore condamnés, donc ils sont présumés et coupables. Donc ça, c'est d'abord cela. Ensuite, on peut se réjouir. Moi, je n'ai pas retenu de cette semaine tout ce que vous l'avez dit là. Moi, j'ai retenu de cette semaine les appels à la paix. J'ai retenu de la semaine l'offre de médiation
du Collège des pasteurs, l'offre de médiation du clergé béninois, les appels à la paix des têtes couronnées du parcours, qui ont quand même fait une très belle allusion en montrant quand même qu'il ne faudrait pas que certains utilisent leur position géographique et leur position du moment, utiliser leur agenda personnel pour détruire la région. Je pense quand même que cette sortie a été la plus percutante. Et ensuite, donc, il y a les offres de médiation. Pour moi, c'est vraiment... Et les appels à la paix. C'est franchement pour moi le plus grand message de la semaine. Parce que nous ne l'aurons pas. Tout le monde sait que en termes d'actes, en termes de réaction, en termes d'occupation des rues ou des lieux publics, c'est beaucoup plus des gens manipulés, téléguidés, qu'un mouvement spontané. Donc, ceux qui appellent à la paix, contrairement à ceux qui appellent à la guerre, ceux qui appellent à la démission du chef de l'État, ceux qui appellent à toutes sortes d'actes devant nous conduire à l'anarchie, je pense qu'ils sont moins dans l'économie de la gestion de ce dossier que ceux qui appellent à la paix. Donc voilà ce que moi je... Pas que les interpellations et autres. Je pense qu'à un moment donné, l'État devrait se manifester. Il fallait que l'État, à un moment donné, cesse d'être observateur d'une situation très dramatique, hein, parce que justement, ça a emporté des vies humaines. Et qui peut se réjouir qu'il y a eu des morts? Un seul mort, et c'est déjà toute une famille qui ne se sent pas bien. Un seul mort, c'est un certain nombre de dégâts collatéraux. Donc personne ne peut se réjouir, hein, du fait qu'il y ait eu mort. Mais tout comme on ne peut se réjouir du fait que des édifices publics soient cassés, atteints, brûlés, et que des vies humaines soient mises en danger, que des menaces se profassent. On ne peut pas se satisfaire de ces choses-là. Donc, il fallait bien que l'État régulateur reprenne sa position sociale et rassure les citoyens et les biens. Et dans ce mouvement, dans cet élan, il y a eu de nos concitoyens qui ont laissé leur vie. Et donc, on peut penser aux familles de ces personnes disparues, paix à leur âme, et au même moment que le vent de la paix souffle dans le cœur de ceux qui livrent ces âmes fragiles, ces personnes vulnérables, hein, ceux qui les livrent, hein, à la vindicte populaire, ceux qui les livrent à la rue et les utilisent comme des armes de guerre, les utilisent comme des boucliers. Je pense que c'est ceux-là qui méritent. Un dernier élément sur la semaine, c'est les otages. C'est la situation au parc de Pandjari, où des otages ont disparu avec leur guide, dont le corps a été d'ailleurs retrouvé, en tout cas dont le corps serait retrouvé. Alors tous ces actes n'améliorent pas l'image de notre pays, hein, malgré l'effort qui est fait au niveau du parc depuis quelques années. Il importe que les traces de deux otages soient vite trouvées pour que nous puissions en finir avec ces spirales, hein, de mauvaises informations qui circulent sur le Bénin. On finit avec une mauvaise image sur le Bénin. J'espère que Agapine Napoléon le faisait tout à l'heure. D'ailleurs, il a si bien planté le décor en ce qui concerne les différents événements de cette semaine, notamment les otages, les Français qui ont disparu, leur guide retrouvé mort, les appels à la paix qui ont été effectués un peu partout par les différentes couches sociales dans le pays. Vous, Josper Zoanago, êtes-vous fier de la situation actuelle? Et est-ce qu'on peut se réjouir aujourd'hui du fait que le calme est revenu enfin au Bénin? Merci, cher confrère. Je voudrais, avant de répondre véritablement à votre interrogation, nous rappeler que si quelqu'un nous prenait au vol en ce moment, qui est à Jakarta ou quelque part à Honolulu, il serait totalement bleu, il ne comprendrait pas de quoi nous parlons. Je suis désolé, on parle d'appel à la paix, d'appel à la cohésion et tout le reste. De quoi est-il question? Le gars de Jakarta ou d'Honolulu ou même du Niger, du Tréfond, de quelque part à Ténéré, va se dire, bon ben, il y a eu quoi pour qu'on fasse des appels à la paix?
c'est important. En Afrique du Sud, chers confrères, c'est comme si, c'est encore hier, et ce n'est pas mon confrère Agapi qui me dirait le contraire, après tout ce qu'il y a eu comme trouble, il y a ce qu'on a intitulé, je ferai l'effort de dire à peu près ce que c'est, justice, réconciliation, pardon, quelque chose du genre. Ça veut dire que quelque part, on devrait pouvoir se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, puisqu'on sait ce qui s'est passé, s'il doit y avoir justice, il y aura justice. Et le pardon ou la réconciliation peut intervenir. Alors, je ne voudrais pas m'inscrire, je ne voudrais pas adhérer à votre démarche, malheureusement, si vous ne me permettez pas de dire que c'est parce qu'il y a eu mal-donne, qu'il y a eu échauffourée, qu'il y a eu trame, et que maintenant, nous sommes enclins, y compris moi d'ailleurs, à en appeler à la paix. Je ne voudrais pas commencer par en appeler à la paix ici sur ce plateau, sans quand même informer ma tante du village qui ne savait peut-être pas de quoi il était question, peut-être qu'elle était en coma. Nos amis internautes nous suivent, ils nous ont suivis le week-end dernier, on en a parlé. Ah, mais je n'en ai pas parlé, malheureusement. Donc, je voudrais resituer les choses. Le contexte est important. Nous sommes dans quel contexte aujourd'hui pour qu'on en arrive à solliciter c'est-à-dire tous les faiseurs d'opinion, du moins, c'est-à-dire les chefs spirituels, ceux dont nous relevons. Pourquoi on en est arrivé là, les têtes couronnées et autres? C'est parce qu'il y a eu mal-donne quelque part. On pouvait aussi s'éviter ce genre de choses. Maintenant, qu'est-ce que ça m'inspire? C'est très bien. Et nous disons souvent que le Bénin est un pays de paix. Bon, je ne sais pas s'il existe des nations ou des peuples qui ne soient pas des pays de paix ou que Dieu n'aime pas. Dieu aime tout l'univers et toutes les nations de l'univers. Mais devrons-nous nous abuser de ça pour nous-mêmes, parfois, mettre le feu aux poudres, quitte à commencer par chantonner la paix? Ce ne serait pas une bonne chose. Nous avons cette propension aussi, parfois, à nous laisser aller à cette facilité. Donc vous estimez qu'il y a des gens, il y a eu des acteurs qui ont voulu... J'ai dit nous. J'ai dit nous, oui. À un moment donné, nous, Béninois, qui sommes ici, nous avions fait preuve d'un laisser-aller. Nous avons fait preuve d'une sorte de facilité à l'excitation de la violence, et c'était arrivé. Et quand c'était arrivé, nous avons embouché les trompettes de la paix. C'est parfois difficile. Ce qu'on peut éviter, on pouvait l'éviter. On peut éviter à l'origine ce qui a conduit à ce drame. C'est un drame, qu'on ne le veuille pas. Et je suis heureux pour terminer, je suis heureux par rapport à tout à l'heure, par rapport à la déclaration ou au propos de mon confrère. Franchement, je suis heureux parce que je me disais, est-ce qu'il en arriverait là? Il dit, la famille de ces personnes, c'est-à-dire, ces familles éplorées. Franchement, moi, ça me fait chaud au cœur parce que quand je me lève chaque matin, je pense à ces personnes. Il y a eu des pertes en vie humaine. Mais je n'ai pas senti le gouvernement de mon pays, dont je relève, le dire. Pourtant, la personne humaine est sacrée. C'est consigné dans la constitution de mon pays, en ses articles 8 et 15. Mais je n'ai pas senti cela. Bon, je me dis, ça viendrait peut-être, qui sait? Lors des conseils des ministres qui viendront dans les jours à venir. Alors, Agapi Daplemba-Forikan, Joseph Zonabo, lors de son déroulement de son argumentaire, a eu à vouloir rappeler les faits qui ont conduit à cette situation déplorable, que sont les événements malheureux du 1er et du 2 mai. Et ces événements puisent de légitimité du fait qu'il y a eu à un moment donné une supposée tentative d'arrestation du président ou de l'ancien président Thomas Bouniaï. Et à cet effet, nous avons suivi également cette semaine un extrait d'une déclaration d'un chef d'état-major des armées, le colonel Fructueux Gbagidi, qui dit qu'aucun militaire ne pourrait prendre sur lui la responsabilité d'aller arrêter un ancien chef suprême des armées. Commentaire. La fonction d'un militaire n'est pas d'aller arrêter. La fonction d'un militaire, ce n'est pas d'aller arrêter. Les militaires assurent la défense de l'État, de la patrie, en temps de guerre. Ils peuvent apporter main forte à la police si le besoin se fait sentir, comme on en a eu l'occasion le 1er et le 2 mai dernier. Et d'ailleurs, je pense que certains continuent donc d'appuyer la police républicaine. Mais la fonction d'un militaire, donc le colonel Gbagidi
il est dans son affaire. C'est-à-dire que sa fonction n'est pas du tout de s'en occuper. C'est pas, sinon l'armée se mettrait dans une activité politique qui n'est pas de son ressort. L'armée républicaine, l'armée répond aux ordres du chef suprême des armées, qui lui-même doit donner des ordres qui vont dans le sens donc de la préservation de l'intérêt supérieur de la nation, donc de l'intérêt collectif et de l'intérêt particulier. C'est là qu'il faut que nous comprenions justement les deux. C'est-à-dire que la vie humaine est sacrée, c'est sûr. Mais le problème est qu'entre deux mots, parfois, l'État régulateur des dynamiques humaines, sociales, communautaires prend le moindre. Vous savez, à Parakou, le dimanche 28, il y a eu des événements. La police, sur instruction du chef de l'État, n'est pas allée à l'altercation. Des militaires qui sont en garde chez un député, dont le ministère ont dû quitter sans agir, sans intervenir, tout simplement parce qu'il avait été dans les instructions qu'on n'intervienne pas. Alors, ces événements, plus de l'ampleur, ce jour-là, il y a Parakou, où c'est des individus, en tout cas incontrôlés, ont pu se livrer à des actes, disons, que rien ne peut justifier. Rien, je ne suis pas d'accord avec personne. Rien ne peut justifier ce type d'acte. Il n'y a pas. On est dans un état de droit. On a un mandat qui est en cours. On a nos institutions qui sont en place. Les institutions agissent. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Ça ne nous donne pas droit à envahir les rues. Mais moi, je puise mes exemples du sport. Vous savez, j'utilise beaucoup cette main de Maradona de 86, mais j'utilise beaucoup plus dans le sport, dans le football, la main de Thierry Henry, qui a permis en 2009 à ce Victor Galas de marquer le but qualificatif de la France pour le mondial de 2010. Alors, cette main, c'est une tricherie évidente, mais l'arbitre n'a pas vu. Et donc, grâce à cette faute monumentale, la France est qualifiée. Le lendemain, tout le monde, même quelques jours après le match, tout le monde a vu. Même celui qui a mis la main, s'est excusé. Ça ne change pas le score du match. Parce que la règle est que le score d'un match, tel qu'il est sorti du terrain, tant qu'il ne résulte pas d'une faute administrative et ne résulte que d'un jugement de l'arbitre, ne change pas. Si le score du match ne résulte que du jugement de l'arbitre, ça ne change pas. C'est la règle. Donc, dès que vous rentrez dans cette compétition, vous rentrez dans cette dynamique. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez protester. Si vous envahissez le terrain, on suspend on sanctionne le pays, on sanctionne la fédération parce que c'est la règle. Ça s'applique partout. Reprenons toute dynamique sociale, toute dynamique humaine, quand les règles sont établies. Alors donc, le président demande qu'on aille à la jeunesse. Mais la jeunesse, c'est que notre Parlement a voté des lois régulièrement, dans la procédure régulière, et que dans la mise en œuvre de ces lois, quel que soit comment on va les juger, moi je ne suis pas là, je ne suis pas parlementaire, et je ne suis pas utilisateur, je ne suis pas candidat. Mais les lois sont régulièrement votées, institutions régulièrement en place, lois régulièrement votées, mise en œuvre régulière de ces lois. Mais les gens, ils disent qu'il y a rage ou il y a ruse. Mais qui est ruse ou rage? Qu'importe, c'est l'actualité politique. C'est l'activité politique. La vie politique libérale est faite de ruse et de rage. Ça, il ne faut pas avoir de la pudeur à le dire. Et donc, chacun doit, qui voyage loin, menace sa monture. Si les gens n'ont pas eu suffisamment de clairvoyance pour prévenir les rages et les ruses, par des voies légales, parce qu'on est dans un jeu normal, et ils se sont surpris, un peu comme des étourdis ou des tarés. Et au dernier, ils disent non, toi premier, attends, nous on va te rattraper. Je pense que c'est pas eux. Mais on leur dit, bon d'accord, essayez de nous rattraper. Allons à la table et on peut vous écouter. Mais c'est eux qui jouent maintenant au matamor. À partir de ce moment-là, ça ne peut pas fonctionner. Donc, si on veut décortiquer encore la jeunesse, c'est que, justement, il n'y a que des gens qui se sont fait étourdir ou tarés, ont voulu qu'on ralentisse le jeu pour qu'ils puissent entrer dans le jeu. On dit d'accord, le jeu peut être ralenti, mais au moment où le jeu se ralentit encore, ils disent non, il faut arrêter totalement le jeu. On change l'arbitre, on change le match. Quand même, vous n'êtes pas en position de force. Ça se joue en rapport de force. C'est ça. Ça se joue c'est ça notre deal. Donc, oui. Allez-y. Donc, c'est ça notre deal. Si on change, si le système est mauvais, changeons-le. Mais pour le moment, c'est ce système établi par notre constitution de 90. Et c'est dans ça que tout s'est joué. Donc, du coup, les conséquences, il ne faut pas qu'on s'attaque aux effets sans toucher aux causes.
Et les causes, c'est ce refus de jouer le jeu parce qu'on se sent l'arbitre, on se sent le commissaire au match, on se sent le délégué. Et donc, quand on se sent tout le monde, à la fin, on refuse de jouer un jeu. Alors, on n'est plus dans le jeu. Père Joanago, vous avez voulu qu'on revienne aux événements qui ont déclenché cette avalanche de messages de paix. Vous avez vécu les événements en tant que professionnel des médias. Alors, est-ce que, dans votre appréciation, vous jugez légitime que les populations puissent faire recours à de tels moyens pour, je dirais, exprimer leur mécontentement ou leur amertume face à une situation donnée? Je voudrais, chers confrères, commencer par dire ceci. Je suis loin d'être un adepte de la violence. Non, je n'ai pas deux pays, je n'en ai qu'un seul. Et moi, toute ma progéniture est ici. Donc, je vis au Bénin. Ma vie est cadencée par le pôle de ce pays. Donc, par conséquent, je ne peux d'ailleurs promouvoir la violence. Et je voudrais même soupçonner ceux qui sont aujourd'hui cités comme étant les instigateurs d'une certaine violence de ne pas pouvoir développer ce genre de postulat. C'est une quête. Maintenant, ce que nous avions vécu ces dernières semaines ou ces derniers jours ne sont en rien une invention du Bénin. Hein. Lorsque une certaine partie de la population ou un groupe de gens se retrouve dans la rue, se livre à des actes de violence, ce n'est pas l'apanage du Bénin. Et dans le cas d'espèce, il s'est trouvé des gens qui ont eu pour fonction, pour mission et pour outil de pouvoir réguler, contrôler, encadrer et gérer ces genres de situations que d'aucuns pourraient appeler pompeusement des crises. Et au sein d'une armée ou d'une police, il y a des spécialistes, des gens qui savent. Il y a même des fois où on entre en dialogue. On a vu, ce n'est pas que du film, ce n'est pas que du cinéma. On voit des fois où une situation qui pourrait dégénérer, ou des prises d'otages, on a vu, on parle, et on finit peut-être par réussir à contenir celui qui était sur le point de commettre un acte irréversible. Et donc, disais-je, moi je ne suis pas allé, ce n'est pas mon job, je ne suis pas un spécialiste de l'armée, je ne suis pas militaire, je ne suis pas non plus policier, et je ne sais comment retenir quelqu'un qui déborde, non. Mais je suis certain, je suis convaincu que qu'on en arrive aujourd'hui, ce n'est pas le sujet central, certes, qu'on arrive aujourd'hui à déplorer des pertes en vies humaines, quelque part, je ne suis pas sûr que ce soit la seule alternative ou la seule façon dont il faut régler ce genre de problème. On avait en face des Béninois, bon, on peut dire que c'est des étrangers, cette preuve n'ont malheureusement jamais été apportées. Encore que la vie, une vie. Je vous en prie, lorsque moi j'ai appris, c'est mon job, par exemple, ici nous sommes sur ce plateau, et un ancien ministre l'a dit ici, nous sommes peut-être des mécaniciens du langage, je peux vouloir dire quelque chose et le dire autrement. C'est ainsi que je peux appréhender en tant que policier ou agent de l'armée béninoise formé pour, je peux le maîtriser. Il y a les moyens pour le maîtriser, mais enlever la vie, je ne dis pas qu'ils l'ont fait sciemment, mais enlever la vie, ça pose un problème. Mais la question que vous me posez, et mon confrère tout à l'heure disait que cela ne s'explique pas. Je suis d'accord, mais est-ce que l'on peut prévoir c'est-à-dire le déroulé d'une crise? Est-ce que l'on peut, en se levant un matin, fût-on le plus grand général de l'armée, prévoir ce qui va se passer à midi? Je vous coupe pas dans le raisonnement, oui. Mais c'est vrai que le sujet du jour n'est pas à ce niveau donné, mais Jospin Joanago, en tant qu'analyste politique, lorsque vous apprenez, ou bien lorsque vous faites le bilan, et que vous voyez les lieux stratégiques qui ont été attaqués, et que vous regardez un peu, et que vous observez que les différents lieux dans lesquels il y a eu ces soulèvements ne sont que les fiefs électoraux appartenant forcément à une seule formation politique, est-ce qu'on n'est pas tenté de faire de la stigmatisation? Je ne me laisserai pas prendre à votre jeu, cher confrère, pour dire que... C'est pas un jeu, c'est une question. Dans le même plateau, à moins que
cela n'existe plus dans la mémoire collective. Il y a eu, par exemple, une commune ou un arrondissement dont on a installé les bureaux. Maintenant, est-ce que c'est le fief de cette formation politique supposée dont vous faites allusion? Je ne le saurais le dire, mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que sur l'ensemble du territoire national, on a dénombré des actes de violence. On a dénombré des actes de violence dès le 28. Et vous allez attribuer ça à une seule formation politique et plus encore à un individu. Et moi, je dis ceci pour appeler les choses par leur nom. On évoque souvent le nom de l'ancien chef d'État, Yahi Boni. Je dis, mais que pèse Yahi Boni dans ce Bénin de 11 millions d'âmes? Aujourd'hui, mettez Yahi Boni au beau milieu, au centre du pays, sur une estrade, et dites-lui d'apaiser, s'il y avait à apaiser, d'apaiser les populations. Il n'y peut absolument rien. Donc vous êtes sûr que son mot d'ordre ne serait pas... Il n'y a pas de mot d'ordre de Yahi qui vaille. Il n'y a pas de mot de Yahi qui vaille. Et donc c'est Yahi qui ira dire aux militants aux militants Tchoko Tchoko, écoutez, allez cueillir des fleurs, agitez-les. Ces militants aussi étaient très fâchés. Ils étaient, je vous en prie. Donc c'est le fief de Yahi qui est à Tchou, quelque part là où forcément ils ont brûlé. Mais peut-être il y a peut-être des lieutenants là-bas. Alors là, dans ces conditions, on s'est mépris alors longtemps sur la capacité nationale de Yahi Boni. Alors, donc il doit être quelqu'un d'extraordinaire. Moi, je ne lui trouve pas cette force. Pendant 10 ans. Je ne lui trouve pas cette force, je ne lui trouve pas cette envergure. Personnellement, c'est de mon point de vue ça. Et là, je ne crois pas vraiment. C'est trop lui en donner. Et d'ailleurs, même c'est d'enlever la vedette aux autres forces politiques qui ont des revendications que de croire qu'il s'agit d'un certain Yahi Boni. Il y en a aussi une certaine frange de l'opposition qui n'a pas soutenu ces mouvements de violence. Les partis de l'opposition. Les partis d'opposition ou les partis de l'opposition? De l'opposition. D'opposition, oui. Il y en a qui Je ne crois pas. Ce ne sont pas des partis de l'opposition, mais des partis d'opposition ou de positionnement. Agapit Napoléon Maforika, on aura compris Nago. Avant de revenir au message à la paix, nous avons suivi le ministre de la Santé qui, dans un message rendu public, a essayé de faire comprendre que les personnes qui ont été interpellées dans ces cas d'actes de vandalisme et d'appel à la violence ont été des personnes qui ont été droguées. Ah oui, lui, il a des informations que moi, je n'ai pas, donc je ne peux pas opiner un peu là-dessus. Seulement... Est-ce que cela confirme une fois de plus la thèse de la préméditation? Non, il y a préméditation. On n'a pas besoin d'attendre le ministre pour savoir. Vous savez, les mouvements spontanés, on connaît comment ça fonctionne. Et les mouvements téléguidés, on sait comment ça fonctionne également. Vous savez, un mouvement spontané, c'est ce qui s'est passé ici le 2 mai 2015. Et le 4 mai 2015, quand le président Yahi a voulu faire arrêter Candidat Janaï. Député à l'Assemblée nationale à l'époque et membre de la Haute Cour de justice. Ça, c'est un mouvement spontané. Ça a embrasé la ville en une grande partie et de manière incontrôlée. Même la force publique n'a pas pu, n'a vraiment pas. La police était débordée, les choses étaient dans tous les sens. Et 2 jours après, bis repetita, ça a été vraiment quelque chose de... Ça, c'est le mouvement. Ce qui s'est passé à Parakou, et je suis désolé, avec Perso, on a qu'à laisser son affaire d'adjoint de côté. Et il y a quelques incidents mineurs qui se déroulent, quelques éléments incontrôlés ici et là. Mais ce qui s'est passé à Parakou, Tchaourou, Bante, Savey, c'est téléguidé, c'est télécommandé. Et comme on ne prête qu'aux riches, il se fait que le président Yahi est intervenu avant, a mis en défi l'État, est descendu avec ce gros. Au marché d'Antokpa, ont tenté de soulever les bonnes dames, n'ont pas réussi, ont tout fait. Donc, il y a des... On n'est pas en pré, on n'est pas en soupçon, on n'est pas en pré, on est dans l'analyse des actes posés. Lorsque vous avez été ancien président de la République, et vous enfreignez la loi, dont une partie a été faite sur vous, vous enfreignez, vous violez les règlements, les actes de règlement que vous avez pris vous-même, ça pose un problème. C'est là le fond du dossier. Donc, quand vous avez des idoles, peut-être que ce n'est pas lui qui a financé les gens, je n'ai pas dit ça. Mais quand vous avez des gens qui vous suivent, à qui vous avez dit ah non, vous savez, en 90, si Kérékou avait laissé le capitaine Tawes, il aurait tenté d'embraser le pays. Derrière Kérékou, il y avait une partie de militaires aussi incontrôlés qui avaient envie d'agir, dont le capitaine Pascal Tawes. Ils n'ont pas pu, parce que
il y a que Kérékou temporisait, a temporisé jusqu'au bout, et que même quand Kérékou a quitté le pouvoir, malgré les assauts de Soglo, les attaques de Soglo, les injures répétées de Soglo, Kérékou n'est pas sorti une seule fois pour intervenir. Ah donc, le capitaine Tabares qui a tenté une rébellion au nord s'est retrouvé seul. Il y a eu sans doute de casse. Mais il n'a pas eu autour de lui la légitimité, parce que la voix légitime qui aurait pu lui permettre d'enflammer. Ici, c'est que le président Yahi, qui, il ne faut pas qu'on le minimise, le président Yahi vient de quitter le pouvoir. Il a fait 10 ans. C'est un homme d'État, c'est un homme de terrain, c'est un mobilisateur, c'est un chef, c'est un tribun. Faut pas ignorer ces choses-là. Il y a un tribun, quand il prend la parole, il sait haranguer les foules, il sait drainer les foules. Quand vous ignorez ça, c'est mauvais. Donc, il est conscient de ça et l'a utilisé à fond. Et là, il l'a utilisé en violation des règles de la République. Et donc, certains ont pu le suivre spontanément. Lorsque vous sortez les fétiches, en plein jour de vote, on est encore dans la République, on est dans l'anarchie. Lorsque vous brûlez, vous entrez. Donc, plébiscite, oui, il n'y a aucun mécontentement qui est à déborder de cette manière-là. Vous voyez, en Égypte, quand les gens disent qu'ils ont cru devoir amener la démocratie française là, ou occidentale là-bas, ils ont mis le pouvoir islamique. Vous avez vu comment la réaction a été? Voilà les mouvements spontanés. Les mouvements spontanés se sentent, les mouvements téléguidés se sentent. Il est dommage que ces choses arrivent et que personne ne les revendique. Normalement, se cacher derrière un mouvement spontané n'est plus responsable. En principe, il faut boire la calée jusqu'à la ligne, dit-on. Quand on est conscient que la cause qu'on défend est juste, il faut revendiquer les actes qu'on a pu faire poser ou qu'on a cru qui ont été posés parce que les gens vous suivent. Parce que quand moi je me mets pour dire je ne reconnais pas, il peut exister un seul qui naïvement va dire ah c'est Agapi qui a dit moi je suis. Le fait même qu'il ait suivi en écoutant ma voix me rend moralement complice à défaut d'être instigateur. Donc ça il faut qu'on comprenne que en disant que le président Yahi a été à la base peu ou prou, ça ne veut pas dire que moi j'ai dit qu'il a financé de manière active. Je ne l'ai pas vu, je n'étais pas à côté, je ne peux pas dire. Tout à fait. Vous voulez parler, je finis par là, vous voulez parler de la drogue, de la sortie du ministre de la Santé. J'ai dit, je n'ai pas autant d'informations. Mais quand vous avez pu observer ce qu'on a vu, des individus qui se contrôlent ne peuvent pas poser ce type d'acte. Et on connaît comment ça fonctionne. Les gens sont recrutés, drogués et payés vraiment de manière piteuse. Et à qui on confie des missions. Mais comme eux, ils ne sont pas lucides. Comme ils n'en avaient pas, c'est des désœuvrés, c'est des badauds. Donc, comme ils n'en ont pas. On a vu des vidéos qui circulaient sur la toile où on voyait comment c'était préparé les cocktails explosifs. Donc vous comprenez qu'on doit se désoler d'abord vis-à-vis de ces personnes que la République doit prendre en charge. C'est-à-dire que nous les exploitions, qu'on exploite leur faiblesse économique, qu'on exploite leur faiblesse morale, qu'on exploite la précarité de leur vie, à ces fins, c'est criminel. Je pense que nous devons plutôt, et personne parlait de la vie humaine, oui, je suis attaché. Un mort, qu'il soit béninois ou pas béninois, un mort. Qu'il soit autorité ou simple, même alcoolo, éthylique, tout ça là, un mort ou fou, un mort. Un mort doit être plein, un mort doit être déploré. Mais au même moment, quand on utilise ces genres de personnes qui même ne sont pas moralement responsables parce qu'on leur met, on leur donne, on les conditionne au point où s'ils ne sont pas mineurs, c'est qu'ils sont drogués. Comment vous voulez que ça fonctionne? Là, on est dans un système où c'est un peu la loi du talion. Si l'État refuse d'agir, on va rentrer dans la loi du talion. Et si l'État agit, comment vous pouvez contrôler des individus incontrôlés? Voilà un peu la dynamique dans laquelle la spirale dans laquelle on a tenté de nous pousser. Et je finirai en ceci que si d'autres chefs, et là c'est pour ça que la sortie des rois de Parakou était une bonne sortie, si d'autres chefs étaient entrés dans la même dynamique, en poussant, en entretenant un certain nombre de situations confuses, ça aurait pu embraser ailleurs. Non, ça n'a pas embrasé à Porte-Nouveau, parce que justement là-bas, les chefs sont responsables et ont pu contenir. Ce n'est pas que les gens ne sont pas fâchés. Les gens sont sans doute fâchés à Porto-Novo, dans l'Ouémé.
sont fâchés de ne pas avoir voté, quelles que soient les raisons. Les populations, elles, ne sont pas là pour... C'est pas eux qui votent, c'est pas eux qui rejettent le vote. Mais il y a eu des situations qui les ont poussés à ne pas voter. Et ils ne sont pas contents. Déjà, ils ne sont pas sortis parce qu'ils ont eu peur pour leur vie. Et ils ne sont pas contents de ne pas être sortis pour aller voter. Parce que justement, ils étaient dans une situation... Donc, déjà, ils étaient fâchés par rapport à certaines situations antérieures. Donc, ce conditionnement a amené un peu, nous a amené dans tout ça, où certains ont rejoué une loi déjà votée, ont rejoué un jugement déjà fait, ont rejoué un comportement d'une autorité qui les a frustrés, et ça nous a conduit dans ce... Donc c'est pour ça que les appels à la paix des leaders constituent dans ces conditions, au moment où certains se perdent dans leur hystérie d'appeler à la guerre, à la revendication, à la rébellion, à l'insurrection. Je pense que les appels à la paix qui ont succédé sont des appels assez respectables, qui méritent d'être appréciés à leur juste valeur, parce que ces appels ont permis de sauver sans doute d'autres vies humaines. Et même si c'est une seule vie qui a été sauvée, c'est déjà ça et c'est beaucoup. Et il faut les saluer. Alors finalement, Jos Perzo, on a compris, selon l'argumentaire de Médéric Agapit Napoléon Maforican, qu'il y a eu, je dirais, des acteurs politiques qui ont voulu endosser leurs responsabilités au badaud, qui vont en répondre très bientôt devant la justice. Bon, mais on dit souvent dans nos langues locales que même si ton adversaire, je ne voudrais pas parler d'ennemi, lui ne sera jamais mon ennemi, on a traîné nos bosses un peu partout. Si même mon adversaire du jour, c'est-à-dire mon contradicteur, même s'il a porté un habit qui est joli, je devrais pouvoir le reconnaître. Il a ceci de formidable qu'il a une mémoire extraordinaire et ça lui permet d'enchaîner les faits. C'est vrai, il a évoqué l'épisode d'Azanaï dans ce pays en 2015. Ça, ce n'est pas de maintenant que ça date, il est comme ça, il a une mémoire assez. Mais dans le cas d'espèce, il a utilisé comme on lui semble. Je lui en sais gré. C'est vrai que tout à l'heure, quand on écoutait mon confrère, il disait que c'était un mouvement spontané. Ah, alors là, il a la mesurette en cela. Et mieux encore, il est allé plus loin pour dire ça a débordé et personne ne pouvait supporter. En ce moment, au camp Guézo et ailleurs, il y a des militaires qui avaient des armes avec des cartouches à l'intérieur. Et je connais très peu de Béninois, de foules aussi folles et tout. Et lorsqu'on va en descendre une bonne dizaine, qu'il y en ait encore. Alors, et ceux-là aussi étaient sortis avec des bûchettes d'allumettes ou des brindilles de paille enflammées. Pourtant, ils ont mis des véhicules de nos... citernes des sapeurs-pompiers. Ils ont pu renverser. Et ils ont pris de l'eau de vie, de l'eau oxygénée. Ceux-là n'étaient pas drogués à l'époque. Mais ils n'ont rien cassé. Non, je vous en prie. Ils n'ont rien cassé. Non, ils ne se sont pas pris aux édifices, justement. Non, ils ont brûlé le pneu. Je vous en prie. C'est-à-dire, il y a eu des dégâts. Il y a eu des dégâts. On ne peut pas comparer les deux, peut-être les deux cas en termes de dégâts, mais il y a eu des dégâts. Mais il n'y a pas eu, à mon sens, de perte en vie humaine. Nous sommes d'accord. Alors, c'est dire donc que quoi? Et le rappel de ces faits, c'est à bon escient, mais il faudrait les rappeler et les situer convenablement parce que moi, je n'ai pas d'éléments de mesure qui pourraient me permettre de dire qu'il y avait des drogués à l'époque, qu'il n'y en avait pas du tout et tout le reste. Alors, pour faire un saut vers la déclaration du ministre de l'Intérieur, dans laquelle... Du ministre de la Santé, pardon. Du ministre de la Santé, dans laquelle je voudrais insérer rapidement aussi cette déclaration qui est attribuée au chef d'état-major. Je dis, attention, je n'ai pas lu. Pour moins que ça, j'ai vu des notes très enflammées du chef d'état-major qui ont circulé. Des notes signées de lui, des notes authentifiées. Pour moins que ça, je dis. Pour moins que ça. Déjà, quand il y a des soupçons de gens qui pourraient entrer au camp, on a vu une autre qui est sortie, signée du chef d'état-major ici, qui disait, après sommation régulièrement, de tirer à vue. On a vu. Curieusement, pour ceci, pour une importante déclaration du genre, parce que je m'inscris aussi dans ce que dit mon confrère, à savoir, il faut prôner la paix. Pour une déclaration qui devrait plutôt conduire à apaiser les esprits, il n'y a pas eu une autre. Si vous, mon confrère, vous en aviez vu, moi je n'en ai pas vu.
Et certains même m'ont laissé entendre qu'il s'agit d'une déclaration ou des propos qu'il aurait tenus à la cérémonie des couleurs. Ça ne fait pas sérieux. Je ne dis pas que ce n'est pas lui qui fait sérieux, mais ça ne fait pas sérieux de se fonder sur ça, même si c'est un cul d'âme comme moi d'ailleurs qui serait resté entre ces 4 murs pour pondre au nom du chef d'état-major une déclaration comme ça, qui du reste est une bonne déclaration, mais qui peut aussi se révéler être une fausse déclaration. Je dis franchement, pour ce qui me concerne, qu'on ne peut pas se fonder là-dessus pour opiner. Ensuite, quand on dit le ministre, le ministre a beau être le ministre en charge de la santé. Il n'est pas le ministre légiste de l'État, de la nation. Il n'est pas le chef de la police. Dans des pays qui se respectent, soit c'est le procureur, soit c'est le préfet de police, soit ceux qui sont nommément indexés pour le faire. Je trouve qu'il y a une sorte de perte de vitesse où on se précipite pour placer un mot juste parce qu'on est en perte. Ça ne va pas. Le ministre n'avait pas à se fourvoyer dans cette déclaration. Et si déclaration il y en avait, il pouvait remettre ça à ceux qui, dans des cas spécifiques, dans des cas de crise du genre, ont la langue. Et lorsqu'ils donnent ces informations, il n'y a rien à dire. Même si ce sont de fausses informations, on dit que ça vient de sources officielles. Le ministre n'est pas, dans le cas d'espèce, habilité à faire ce genre de déclaration. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Et puis, ça m'engage. Celui des autres, ça vous engage. Alors, nous allons passer au message de paix. Quelle appréciation vous faites de ces différents messages de paix qui ont été rendus publics? C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Ça contribue à ce que la situation se calme. Oui, et je voudrais dire, ne restez pas en bordure de chaussée pour dire qu'il y a une certaine classe. Non. Lorsqu'on écoute un certain Azanaï, on connaît sa façon de parler. On ne va pas lui apprendre aujourd'hui à parler autrement. Il a dit que c'est-à-dire, le comportement restera pacifiste en ce qui concerne l'opposition. Et que soient les mouvements qu'ils mèneront, ce seraient des mouvements qui respectent les règles en vigueur. Et comme l'a dit mon confrère, qu'ils vont respecter les règles en vigueur et qu'ils seront pacifistes. Quand on prend le cas du président Yahya Boni, pour ne pas le citer, lui aussi, il a fait une déclaration ces dernières 48 heures où il appelait les populations à la paix, par exemple. Il y a eu d'autres, quand on prend aussi les propos du président Adrien Moumedi, de la présidente de l'UBN Prudential, toutes ces personnalités qui, derrière elles, alignent des milliers de Béninois, ont eu à faire des sorties. On a écouté Sébastien Javon, depuis son lieu d'exil aussi. Tous ont envoyé des messages de calme et de paix et d'apaisement au pays, parce qu'ils n'ont que ce seul pays. Donc il n'y a pas que seulement les chefs religieux, non, ni les pasteurs seulement, non. Beaucoup parmi ceux qu'on soupçonne d'être à l'origine de ceci, et que, moi, ce n'est pas un avis que je partage, ceux-là ont fait aussi des messages à l'endroit de paix. Et donc je m'inscris aussi dans ce sens-là pour dire il faut la paix, pour que demain je puisse me réveiller, aller où bon me semble, et qu'on puisse trouver aussi des créneaux pour régler le problème qu'il y a ou les problèmes qu'il y a. Alors, avant de passer au sujet suivant, et Agapite Napoléon Maforican, au nombre de ces différents messages de paix qui ont été effectués, il y a l'un qui a fait la grosse attraction, celui de Maître Adrien Moumedi. Parce que beaucoup les uns et les autres espéraient voir peut-être Adrien Moumedi dans une autre posture. Quand on a vu, je dirais, la qualité des communiqués qui ont été rendus publics pour exiger la participation du PRD aux élections législatives, et quand on sait que l'investiture, je dirais, la prise de fonction de ces nouveaux députés se fera à Porte-Novo, et que c'est Maître Adrien Moumedi dont on connaît, je dirais, l'emprise politique dans Porte-Novo qui dit qu'il faut aller à la paix et à la tolérance, cela a brutalement, je dirais, attiré les attentions. Oui, mais une petite digression par rapport aux pertes en vies humaines. Je tiens à ça parce que, vous savez, l'action de l'État s'inscrit toujours dans la préservation de l'ordre public et de la paix sociale. Et dans ces actions, qu'il y a eu des situations comme qui l'ont déploré, on ne peut pas dire que l'État n'a pas prémédité. On ne peut pas. Parce que s'il était prémédité, ça aurait pu avoir lieu à Parakou pour rendre le vote intègre, pour rendre au vote son intégrité. Les attaquations de Tchaourou, on a brûlé les véhicules de l'ORTB,
brûler, violenter des journalistes, aurait pu faire l'objet de riposte. Et en légitime défense, on aurait été normal, ça aurait été normal d'agir, même s'il devait avoir peur de la vie humaine. À Savert, pour dégager les fétiches et faire voter, ça aurait pu donner une altercation et créer des pertes en vie humaine. Donc, je pense que l'État a été suffisamment patient. Et c'est dommage, comme je l'ai dit, tout en déplorant la perte, je ne sais pas combien, ou deux, ou combien, mais une vie est une vie, ça c'est évident. Mais lorsque l'État, dans son rôle d'ordre public, intervient, la polémique n'a pas de raison d'être. Oh, j'ai vu qu'on a utilisé beaucoup ça. La polémique ne peut pas. La polémique, c'est ceux qui ont appelé à défier l'État. C'est ceux qui ont défié l'État. Ce n'est pas ceux qui, dans la légitime action de préservation de la paix sociale, de l'ordre public, ont pu intervenir et il y a eu une situation du genre. Je pense que plus on en parle, plus on livre certains à la vindicte populaire. On pense que c'est certains qui ont été, on parle des militaires comme si c'était des... Oh non, nos militaires méritent qu'on les respecte et méritent vraiment qu'on salue ce qu'ils font. On aurait pu peut-être éviter des morts et c'est vrai qu'il y a eu. Parfois on veut, dans un TB, je ne sais pas, tout le monde, on a lu, on a regardé, on a voulu bien faire et il y a eu des morts. C'est la même chose dans beaucoup d'opérations où on arrive à des otages. Parfois, des avions sont pris en otage. On tente de libérer des otages et il y a plus de morts que ceux qui étaient en otage. Tout comme, parfois, on arrive à réussir. Vous voyez, ce type d'actions ne sont pas toujours maîtrisables. C'est pour ça qu'il faut justement prévenir que guérir. Et prévenir, c'est la discipline des partis. Comme je vous l'ai dit, si le système est mauvais, que les gens changent le système. Mais ils ne peuvent pas être dans le système et dire, moi je ne respecte pas les décisions de tel, moi je ne respecte pas. C'est de l'indiscipline. Donc il faut la discipline des acteurs. La paix, c'est cela. Ce n'est pas les discours de paix. C'est vrai qu'on en avait besoin ces temps-ci, compte tenu de ce qui s'est passé. Mais ouais, la littérature, les diatribes de paix, tout le monde peut... Ils vont tous à l'église. Beaucoup sont des croyants. Mais normalement, dès que le clergé, les pasteurs et les imams ont parlé, nous sommes dit que dans un peuple de croyants, on devrait se calmer. Mais pourtant, il y en a qui ont continué à faire de la violence. Et vous ne vous avez pas échappé que le président Soglo n'a pas continue de fulminer, de menacer, de prédire la fin du système, de souhaiter le ralentissement du mandat du chef de l'État. Au nom de quel nouveau système, je le sais. Donc, alors quand des personnalités de cette nature, qu'on voit au devant de la scène religieuse, entre autres, se comportent, vous citoyens lambda, vous vous surprenez en vous demandant, mais justement, qu'est-ce qui nous arrive? Il faut qu'il se discipline. À la posture de Maître Adrien. Oui, je viens, il faut qu'il se discipline. Et c'est ça qui sont les comportements de la paix. Les meilleurs appels à la paix, c'est cela. Donc, et c'est là qu'il faut saluer ce que Maître Adrien ne sait pas nécessairement. Parfois, Maître me dit c'est un personnage un contraste. On peut dire ça. Je pense que c'est un politique, un homme d'État béninois qui mérite d'être analysé. Et, enfin, je pense qu'on aura beaucoup à dire sur lui. Parce que moi, je suis de la même région. Je n'ai jamais milité PRD. Il a été très... Pendant longtemps, je l'ai pris comme l'anti-modèle. En tant que journaliste, mais en tant que militant aussi. Je l'ai pris comme anti-modèle. Et puis, depuis 2006, j'ai commencé par raisonner autrement. En observant le personnage. Et en 2011, je me suis fait vraiment mon idée sur lui. Et je pense que depuis là, j'observe et je ne me trompe pas encore. Je ne suis qu'un individu, donc je peux me tromper, mais j'observe. C'est dire quoi? Vous savez, Maître Adrien me dit, il peut avoir le langage dur, il a la lutte féroce, c'est pas quelqu'un qui abdique facilement, mais au même moment, il sait, je pense qu'il me dit, à sa ligne rouge, à la limite à ne pas franchir. Et ça le rend différent des autres. Et ça, je le dis, ça le rapproche sans doute d'un certain Kérékou, mais ça le rend peut-être encore beaucoup plus, parce que lui n'a pas exercé les pouvoirs à ce niveau-là, mais le niveau où il est resté quand même, au niveau de l'Assemblée, deuxième personnage de l'État, pendant 3 mandats, on peut aujourd'hui dire que c'est un personnage qui est un personnage de paix. Je pense que la paix est dans son cœur. Et même si parfois on ne le comprend pas, je pense qu'il sait s'arrêter. Et le meilleur moment, on peut le dire, c'est en 2011.
En 2011, c'était son heure. C'était sa dernière heure pour accéder à cette magistrature suprême-là. Et il était face à Yahi Boni, dans une grande coalition. Il faut le dire, de l'UN qui apparaissait comme le Sud contre le Nord, où Yahi Boni était. C'était ça. Parce que quand les gens se revendiquent des régions, d'ethnie ou de clans, il faut voir. Mais à l'époque, il faut voir le comportement de Adrien Mbedji. Il n'a jamais admis le chaos. Là, c'est lui. Il n'a pas jamais, même tout récemment, il a encore dit, pour lui, cette affaire n'a pas eu lieu. Bon, il sait de quoi il parle, moi je ne suis pas à ce niveau. Mais il a dit, j'ai gagné ces élections, je mettrai en place mon gouvernement. Quand il a fini de dire ça, il n'a plus pipé mot, il a même quitté le pays et l'affaire est restée ainsi. Qui a eu des négociations, qui a eu ci, qui a ça, c'est que Mbedji a gardé cette posture où, dans l'histoire, dans 30 ans de vie politique de Mme Mbedji avec le PAD, on n'a pas entendu une seule fois Mme Mbedji appeler à la violence, à défier l'État, à prendre la rue pour revendiquer. Et ça, je pense qu'il faut lui faire ce beau témoignage pendant qu'il est encore là. Après, on peut ne pas être d'accord avec lui sur d'autres aspects, mais en termes de paix. Et c'est pour ça que la paix est un comportement. Ce n'est pas nécessairement le discours. Je viens de témoigner sur 2011. Alors, si vous avez témoigner sur 2011, regardez, en 2015, il soutient, en 2015-2016, il soutient Zinsou. Mais après avoir été l'homme de la situation de l'opposition, en 2015, pour arriver au perchoir, alors il va soutenir Zinsou. Et il a donné ses raisonnements, il a donné son argument. Chacun prend comme il veut. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais en 2000, quand le président Talon est arrivé, et par rapport au changement, un certain nombre d'idées, il a épousé les choses. Il a conduit en tant que président de l'Assemblée. On peut dire qu'il a été aussi artisan de ces choses-là, jusqu'au moment où il n'y a plus eu... Mais son parti n'ayant pas pu se qualifier, certains auraient pu dire, avec tout ce que j'ai fait, moi je vais cracher dans la soupe, ou bien chier dans le manger, comme excuse. Mais il ne l'a pas fait. Le parti a eu des mots durs, mais le président Mbedji n'a jamais eu ces mots durs. Il n'est pas d'accord, sans doute, on le sait. Il est fâché, on le sait, mais il arrive à mettre l'intérêt national au-dessus de ses intérêts privés. C'est de cela que moi je tiens à témoigner et à lui en savoir gré. Très rapidement, un mot sur Maître Adrien Mbedji avant qu'on passe au dernier rempart. Chers confrères, vous me forcez à parler de Maître Adrien Mbedji. Écoutez, si je voudrais être... Sa posture actuelle. Ces postures varient comme ça, selon le temps, et je voudrais, avec tout le respect que je dois au personnage, parce que c'est un aîné, donc je lui dois beaucoup de respect, mais je voudrais aussi reconnaître que, lorsque, de mon point de vue, lorsqu'il analyse bien, il voit ses intérêts, il préfère ses intérêts à lui. C'est-à-dire, sa vie politique a été ponctuée par ce genre de choses. L'histoire le sait, les Béninois le savent, et puis mon confrère ne me dirait pas le contraire, même si il dit quelque chose d'autre. Il a écrit sur, presque sur Adrien Mbedji, il a écrit, je suis l'Assemblée nationale, pardon. Voilà. Quand même, il n'a pas su le faire sans faire référence à ces différents acteurs. Et je dis c'était un autre langage, c'est vrai. Mais c'est important. Et je suis aussi dans cette optique en disant que ne soyons pas les hypocrites croyants lorsque nous avons de la considération et du respect pour notre croyance, et ceux qui la représentent ou ceux qui les représentent, à savoir le clergé, l'imam et tout le reste. L'imam, le clergé et autres ne sont pas faits pour certains, ils sont faits pour nous tous autant que nous sommes croyants. Lorsqu'avant une situation, le clergé ou autres font des démarches vers le premier des Béninois et lui expriment leur inquiétude, je crois que déjà à l'origine, on peut commencer par les écouter. Au besoin, mettre de l'eau dans le vin. Tout à fait. Mais il ne faudrait pas qu'on attende quelques mois après pour accuser les autres de ne pas respecter
leur religion ou de ne pas être croyants jusqu'au bout des ongles. C'est important. Alors, juste pour je reste avec vous, nous sommes presque à la fin de cette émission. Oui. La 8e législature, sauf changement cataclysmique, sera installée la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a déjà des prédictions pour la composition de ce bureau de l'Assemblée nationale et pourquoi pas pour le contrôle du perchoir? Bon, évidemment, c'est vrai, moi j'ai mon idée sur cette législature, je me dis c'est pas une législature légitime, ça il faut qu'on le dise, ça c'est mon point de vue, ça m'engage. Ça aurait été ni représentative, ni légitime cette Assemblée nationale. Certes, alors elle sera installée, et si moi je voudrais peut-être faire des projections, je voudrais que l'on fasse mentir au moins les pronostics et que ce qui devrait se faire ne puisse pas se faire, c'est un jeu de coulisses qui pourrait tendre à faire croire au commun des Béninois que on peut aussi espérer un changement là-bas. Ça veut dire quoi? Que le perchoir n'aille pas au groupe le plus majoritaire auquel on s'attend, mais que ça aille dans l'autre sens. On va se dire, mais tiens, mais là, c'est quelque chose qui change là. Et qu'on pose certains actes de nature à gommer un peu, c'est-à-dire ce substrat, ce vernis de soupçon qui voile cette législature. Et je voudrais, tout en restant optimiste, je voudrais souhaiter que par un tour de magie, parce que là ce serait presque un miracle, et je voudrais, et nous savons faire le miracle ici au pays, je voudrais que cela puisse se réaliser et que cette assemblée puisse véritablement être acceptée par ces 77% de Béninois qui ne les ont pas élus. Voilà ce que je voudrais souhaiter. Agapit Napoléon Maforican, 8e législature installée le 16 mai prochain. Est-ce que vous avez une idée de qui pourrait contrôler ce perchoir? Même, nous avons déjà des noms qui sont dans l'opinion publique nationale et internationale. Nous avons des noms de députés réélus qu'on estime qu'ils pourraient avoir ce contrôle. Mais vous, en tant qu'analyste politique, avec votre parcours votre parcours qui vous a permis d'analyser la vie politique nationale, est-ce que vous pouvez faire des prédictions? Non, Kader, parce que je ne m'accroche pas encore à ça. Ça ne m'intéresse pas encore pour le moment, parce que ce qui m'intéresse, c'est un peu le débat qui me paraît un peu un faux débat sur la légitimité. Pour moi, je ne suis pas du tout... Je pense que, oui, il y a une situation où les gens ne sont pas... Quand on dit 77% qui ne les ont pas élus, non, les 77%, parmi lesquels il y en a beaucoup qui se sont déplacés. Et parce que là, ici, où est le domaine de la liberté qui est réservé à chacun d'aller voter ou de ne pas aller voter? Lorsque nous avons des 60% de taux de participation, il y a quand même 40% qui ne sortent pas. Ça n'enlève rien en légitimité à celui qui est élu. Hein? On a eu des élections où on a eu moins de 60% de participation. Donc, je veux que dans notre pays, le taux de participation n'est pas un élément de mesure. Alors donc, nous remontons vers d'autres éléments de mesure d'ailleurs en disant non, ils sont légitimes. Pour moi, nous avons 83 députés bien élus, comme dirait Yaïboni, proprement élus, sur la base des élections régulièrement programmées, qui se sont tenues dans le cadre donc, de nos institutions. Pour moi, ils sont bien élus et ils sont bien en place. Maintenant, on peut être en place et se légitimer. C'est un autre problème. Vous savez, la démocratie représentative est ceci que à partir du moment où tu es en place, le peuple s'efface. C'est là que je rejoindrai Perzo en disant il faudrait que ces 83 députés essayent de rentrer dans la psychologie de notre population. Mais aujourd'hui, la psychologie de notre population, c'est quoi? C'est déjà que nous cessions avec les errements du passé. Mais au même moment, pour cesser avec les errements du passé, il y a des actes de rupture à avoir. C'est là qu'il y a l'autre rupture. En fait, il y a une rupture dans une rupture. La première rupture, tout le monde veut que nous cessions avec des errements, que nous allions de l'avant. Mais au même moment, on ne veut pas rompre avec nos vieilles habitudes parce qu'on a plus tellement d'habitudes. Il faut que le Parlement qui va s'installer ait le courage du Parlement qui a fini. Pour moi, il faut que le Parlement qui va s'installer se légitimise, non pas en faisant plaisir à ceux de l'instant, mais en regardant ce qui a été fait depuis les réformes et en poursuivant dans ces réformes. Ce n'est qu'en maintenant le cap des réformes qu'on peut commencer par voir poindre
des résultats meilleurs pour l'avenir. Mais si à la moindre boutade, à la moindre difficulté, on recule en abandonnant les efforts déjà accomplis, ils n'auront pas servi la République. Donc, pour moi, mon attente, c'est que, quel que soit celui qui aura le perchoir, quel que soit celui qui aura la présidence de ça, que ce Parlement, dans 4 ans, nous sorte meilleur que la 7e législature, pour qui moi, j'ai une grande admiration et que je félicite pour le courage des actions, des lois votées, qui ont leurs limites sans doute, mais qui nous permettent de faire des bons en avant. Que la 8e nous permette également de faire d'autres bons sur le plan de la modernisation de la République et dans la transformation des us et des coutumes en des actes, en des comportements meilleurs pour demain. Demain, nous rendrons témoignage. La génération nouvelle rendra témoignage en disant « Ouf, il a fallu le courage de ces gens-là, 7e législature, 8e, peut-être 9e, pourquoi pas 10e. » Vous voyez, comme je dis, c'est dans la durée. C'est peut-être ces gens de courage, avec les présidents qui se succéderont, qui permettront que demain sera meilleur à aujourd'hui. Merci à vous, Agapite Napoléon Maforican. Je rappelle que vous êtes consultant en médias communication, vous êtes le directeur de la télévision E-Télé. Vous étiez face à Georges Perzo Anago, directeur de publication du quotidien béninois La Dépêche. C'était un Info Hebdo de ce samedi, chers amis internautes. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain pour d'autres numéros. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bj. Bon week-end à toutes et à tous et prenons le rendez-vous pour le samedi prochain pour l'analyse et les commentaires de la composition du bureau de la 8e législature.